C'est d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Salut David. Après, je préfère qu'on me présente plutôt que de me présenter moi-même, hein, parce Allez, que je suis pas vas-y, très, je vais le faire. Alors moi, David Valla, je l'ai connu par son livre d'abord. David Valla a écrit un livre qui s'appelle Terreur de jeunesse et qui retrace donc son parcours. David Valla a un parcours un peu similaire à Cyril Chevreau, mais un peu de loin, on va dire. Il a grandi dans une cité. Alors il est français en deux souches, comme on dit. Et il a grandi dans une cité, même si c'est pas si clair que ça. Bref. Et du coup, il a été converti assez jeune à l'islam. Et lui est parti en Bosnie. A répondu au djihad en Bosnie. Et ensuite, il est parti s'entraîner en Afghanistan. Il nous raconte toutes ses aventures dans son livre. C'est incroyable. Moi, j'ai par exemple appris qu'il y avait une ville dédiée à l'armement militaire, enfin, en Afghanistan. Enfin, faut quand même imaginer le truc, quoi. T'arrives dans un village, il y a que des stands où ils vendent des Kalachnikov, quoi. Suite à ça, David est revenu en Europe pour propager l'amour et la paix parmi nous. La chance que David a eu dans sa vie, c'est qu'il s'est fait, enfin, il s'est fait attraper. Ça aussi, il faut le voir dans le livre comment. Mais juste avant un attentat qu'il aurait pu commettre, mais qu'il n'a jamais commis et que finalement il n'avait pas prévu de commettre. Mais en tout cas, il était vraiment dans la zone, voilà, rouge où on peut très vite basculer dans l'attaque réelle, quoi. Suite à ça, David est parti en prison et c'est là qu'il a découvert un peu la littérature et qui s'est remis en question. Et puis aujourd'hui, il est parmi nous. Et David a fait pas mal d'interventions publiques que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et honnêtement, David, il a cette aisance euh, lors des débats et sur les plateaux qui font que ce sera forcément un élément clé à l'avenir pour l'ensemble de la communauté et puis même pour les Français en général et puis pour la liberté, enfin, voilà, pour pouvoir exprimer toutes les valeurs qui nous sont chères. On compte sur David à l'avenir. Et puis, je te laisse compléter ce que tu voudrais ce que je bah, n'aurais pas dit. j'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, peut-être qu'il faudrait que d'autres voient après quelques liens me concernant sur YouTube, hein. Il y a pas mal d'entretiens que j'ai donnés publiquement qui sont libres d'accès. Ça permettra de savoir d'où je parle et quelle est mon expérience, mon parcours. Mais après, moi, c'est plutôt euh, je suis plutôt dans l'interactivité s'agissant de prendre la parole. Et s'il y a des questions à poser, ben, je suis prêt à y répondre, hein, tout simplement. Ah bah évidemment, évidemment qu'on a des questions. Est-ce que je peux commencer? Oui, oui. Vas-y, Momo, vas-y. T'es Ok, spécialiste des bah c'est parti. questions. Spécialiste de témoignages. Moi, je voulais savoir avec qui tu avais parlé Alors, il faut savoir que David Valla, il a vraiment l'expérience complète, voilà, du djihadiste. Donc, la menace, David la connaît. Moi, je voulais savoir ce que les djihadistes pensaient des apostats. Bah, Voilà, qu'ils de sont une l'apostat. cible prioritaire, en réalité. Ouais, mais est-ce que vous parliez d'apostasie, d'apostat, comment le sujet il arrivait dans vos discussions et comment est-ce que parce que votre ennemi principal c'était peut-être plutôt je sais pas les États-Unis, enfin il y avait je veux dire des cibles gouvernementales, mais là l'apostasie c'est plus quelque chose qui pourrait même arriver entre vous djihadistes par exemple, tu vois. Il y avait, Comment le sujet alors, arrivait en et comment il était traité? 1994, Al-Qaïda n'avait pas encore tout à fait arrêté sa doctrine définitivement. Et il y avait deux grandes écoles, pour faire simple. Après, il y avait des sous-branches, des sous-écoles, mais les deux grandes écoles se partageaient comme suivant. Il y avait ceux qui considéraient que seuls les objectifs militaires et de représentation de l'État étaient recevables en termes d'action violente, en termes d'action militaire. J'étais de cela. Je pensais, pour avoir une éducation un peu communiste, on va dire à la base, je savais qu'il ne serait possible de subvertir un État, de ne le renverser qu'avec le soutien d'une assise populaire. Et que ce faisant, il fallait absolument avoir la population de notre côté. Et il y avait un autre camp qui a pris le dessus plus tard, mais ça n'était pas encore arrêté en 1994, qui considérait qu'il fallait cibler expressément les civils pour rompre le lien de confiance qu'ils pouvaient avoir avec l'État et semer le trouble, de sorte que ça créait une zone grise qui est le paradis des djihadistes. Là où les djihadistes s'installent, c'est toujours dans les zones où les États sont faibles ou perçus comme corrompus. C'est un premier point. Et parmi les cibles que moi je validais en dehors des cibles militaires,
et qui était également validée par l'autre école qui, elle, entendait cibler les civils directement. Il y avait les apostats en tout premier lieu parce que on considérait qu'ils étaient les mieux armés pour nous désarmer psychologiquement. C'est-à-dire que déjà à l'époque, les apostats représentaient une cible prioritaire puisque ils étaient capables de démonter tout l'argumentaire que pouvaient mettre en avant tous les groupes djihadistes. Bien souvent, les apostats le deviennent après s'être versés dans l'étude du fiqh islami, du sharia, de tout ça, quoi. Quand vous étudiez les 4 écoles sunnites de droit ou les 2 écoles de droit chiite, bah, vous voyez que le mécréant, vous pouvez le tuer, vous pouvez réduire sa femme à l'esclavage, à l'état de propriété, ses biens, vous pouvez les lui prendre, uniquement parce qu'il ne croit pas. Et quand vous annoncez ça à des gens qui ne connaissent pas l'islam, vous les faites fuir. C'est pour ça que j'en veux également énormément à tous les imams diplômés qui nous chantent ce roman d'un islam de paix, d'amour et de tolérance, parce qu'il n'y a rien de tout ça en réalité dans les textes. Et ceux que l'on considérait comme les plus dangereux étaient les apostats qui le devenaient après avoir étudié les textes, parce qu'ils étaient en capacité de pouvoir les démonter, n'était pas dans le déni, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui disent par exemple que Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram n'ont rien à voir avec l'islam, alors que ceux qui connaissent les textes savent que ce sont les très bons élèves du fiqh islami en réalité. Donc les apostats déjà à l'époque étaient considérés. Alors Al-Qaïda avait pour ennemi principal Salabiyoun, ce qu'on appelait Salabiyoun, à savoir l'Occident, Israël, les États-Unis, la Fédération de Russie. Pour faire simple, on nous disait que si la mécréance était un corps, ses 2 bras armés auraient été les USA et la Fédération de Russie, sa tête aurait été l'Angleterre et son cœur aurait été la France. C'est-à-dire que quand j'entends par exemple des gens dire que c'est les caricatures de Charlie, par exemple, qui créent la détestation des islamistes vis-à-vis de la France, ils se trompent lourdement parce que les islamistes détestent la France parce qu'elle représente le cœur de ce qui est pour eux la mécréance. J'apprends, moi, par exemple, lors d'un khutbah de Djemara, d'un imam wahhabite formé par Al-Qaïda en Afghanistan, j'apprends lors d'un khutbah que la France est le seul pays au monde qui ne soit pas une dictature communiste, qui n'ait pas mention de Dieu dans sa constitution. Lorsque vous lisez la Constitution de 1958, il n'est nullement fait mention de Dieu du début à la fin de celle-ci. Et je l'apprends sur place. Et c'est ce qui vaut en réalité la détestation de la France vis-à-vis des islamistes. Ce n'est pas l'interdiction du voile à l'école, ce ne sont pas les caricatures, ce ne sont pas les désastreuses interventions françaises en Libye ou en Syrie, c'est vraiment de façon ontologique ou de façon structurelle que les islamistes détestent notre pays. C'est réellement ça. Et les apostats, bah, se sont considérés un peu, pour reprendre un vocabulaire que tout le monde comprendra, ils sont un peu considérés comme des harkis finalement. Hmm. Et jusqu'à quel niveau est-ce que tu penses qu'il y avait des personnes haut placées que tu as pu rencontrer qui pouvaient être apostates, mais qui pouvaient pas du fait de la situation, je peux comprendre, mais mettons que tu es chef militaire d'un camp en Afghanistan, même si tu as compris que l'islam c'était faux, tu peux pas faire autre chose que de rester euh, Alors, de façade contrairement musulman. à ce qu'on pense, c'était très libéral, c'est-à-dire que moi, par exemple, le jour où je décide de partir du camp, je l'annonce à notre émir qui s'appelait Ibn Shir. Je lui dis que je dois rejoindre mon équipe en Europe et le surlendemain, il mettra à ma disposition une équipe d'Afghans pour me faire passer la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, tant que les gens ne l'annonçaient pas ouvertement qu'ils étaient apostats, ils pouvaient l'être secrètement sans prendre de risques pour autant. C'est très. On pense que, comment dire, on pense, on imagine qu'un camp d'entraînement d'Al-Qaïda ou un autre, c'est très structuré, très pyramidal, avec un organigramme clair. Ça l'est effectivement, mais à l'époque en tout cas, c'était très libéral. Les gens venaient, on leur posait 3 questions. Quel est le nom par lequel tu veux que l'on t'appelle? Quel kunya tu veux? Quels sont les modules de formation auxquels tu veux avoir accès? Et combien de temps de formation as-tu de disponible pour rester ici? Donc on pouvait très bien dire je veux m'appeler Abou Muslim, comme ça a été mon cas. Je veux étudier tous les modules ou seulement les modules d'armes de poing et ceux des explosifs et rester une semaine ou 9 mois, comme ça a été mon cas. Donc c'était très libéral. Donc il n'y a, à mon sens, il n'y avait pas d'apostat parce que tous les gens qui venaient chez Al-Qaïda étaient volontaires. C'était tous des D'accord. gens qui venaient du Yémen, de Syrie,
d'Indonésie, de Malaisie, d'Afrique, d'Europe, mais tous avaient payé leur billet d'avion, tous avaient fait l'effort de se libérer suffisamment de temps pour être formés, et tous étaient volontaires. Donc je n'imagine pas qu'il y en ait eu qui, en cours de chemin, se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus musulmans. Certains se sont peut-être rendus compte qu'ils n'avaient rien à faire dans le djihad. Ça, c'est arrivé, j'en ai vu, qui ont vite réalisé qu'ils n'étaient pas prêts ni à mourir ni à tuer pour cette religion. Et ils abrégeaient leur séjour, mais n'annonçaient jamais de mécréance en tant que telle. Jamais. Moi, j'ai une question pour toi. Euh, Hormis l'aspect tactique, qu'est-ce qui différencie Al-Qaïda de Daesh pour toi? Alors, il y a des chercheurs du CNRS qui l'ont plutôt pas mal décortiqué. Il y a 4 générations de djihadistes. La première apparaît en 1979 avec la prise d'otage de la Mecque et l'intervention du GIGN pour les neutraliser, qui causera des dizaines de morts parmi les pèlerins d'ailleurs. Donc de 1979 jusqu'à 2003, on a la première génération de djihadistes qui vont se former en Afghanistan pour exporter cette doctrine de retour dans leur pays. À partir de 2003 et l'intervention des États-Unis en Irak, on a la deuxième génération de djihadistes qui, elle, doit intervenir directement sur le territoire qu'elle rejoint, à savoir en Irak. On veut des opérationnels de terrain, pas des gens qu'on forme pour renvoyer à l'étranger. Ensuite, Daesh a pour spécificité d'avoir déclaré un califat avec un territoire quasiment aussi grand que la Belgique et 11 millions de civils à gérer. Et quoi qu'on en dise, ils ont fait le boulot s'agissant de la gestion d'un État parce qu'ils ont mis en place des infrastructures, ils ont remis en place l'eau potable, l'électricité, ils prélevaient des taxes, rendaient la justice, géraient le cadastre, géraient les mariages, les condamnations avec un registre islamique, évidemment, avec la sharia islamien, mais ils agissaient en tant qu'État, alors que Al-Qaïda en Afghanistan avait un statut d'invité. On ne pouvait pas Oui, imposer, on était toléré par les Afghans. Il y avait ce qu'on appelle la Pashtunwali. Dans la sociologie afghane, si un Afghan vous invite chez lui, même si vos ennemis viennent frapper à sa porte pour qu'il vous livre, il se doit de prendre votre défense. Si jamais il vous livre à votre ennemi, il perd la face sur plusieurs générations. C'est la raison pour laquelle les Afghans n'aimaient pas la présence des Arabes parce qu'ils savaient que ça jouait contre eux, notamment les talibans, mais c'était parfaitement inaudible pour eux de livrer Ben Laden, même s'ils ne l'aimaient pas. Parce que sociologiquement, pour un Afghan, livrer un invité, ça ne se fait pas. C'est juste impossible. Mais nous n'étions pas les gestionnaires du territoire. Nous étions invités dans la zone contrôlée par le Hizb islami de Gulbuddin Hekmatyar. La différence avec Daesh, c'est que Daesh gérait un territoire en tant que tel, en tant qu'État. Et donc, ils ont, comment dire, ils ont baissé le niveau de recrutement des personnes dont ils avaient besoin parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de monde pour gérer les prisons, pour gérer la levée des taxes, pour gérer les sentences, pour garder les fronts, pour l'infrastructure, l'eau, l'électricité, la nourriture. Donc, ils ont baissé le niveau de recrutement. Par exemple, Al-Qaïda, à plusieurs reprises, avant que j'arrive dans le camp de formation de Khalden en Afghanistan, essaiera de me dissuader ou me testera. C'est-à-dire qu'il ne prenait que des gens très déterminés et avec un QI minimum. Il ne prenait pas les crétins, pour faire simple. Alors que Daesh l'a fait. Elle a visé très large et a baissé son chair à niveau de canon. recrutement parce qu'ils avaient besoin de monde. Il n'y a pas que des Mm. crétins qui ont rejoint Daesh, mais principalement, c'était souvent des gamins à qui on promettait d'avoir un appartement qui était saisi aux civils syriens et irakiens, d'avoir une voiture, un statut, d'être intégré dans une armée avec un grade. Donc on leur vendait finalement, quelque part, on leur vendait ce bas monde, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième génération. Et la quatrième génération est celle à laquelle nous avons affaire le plus souvent aujourd'hui, de gars qui se radicalisent, du moins qui acceptent de se radicaliser. Prenons l'exemple, par exemple, de l'attentat du marché de Noël à Oisem, à Strasbourg, en 2020, si je ne me trompe pas, et qui fera 4 victimes. C'est le cas typique de la quatrième génération de djihadistes. On a un gars dont on sait que la police va l'interpeller à 6 heures du matin chez ses parents, mais qu'il ne s'y trouve pas. Il sait donc que la police le recherche. Lui sait ce qu'il se reproche. Nous ne savons pas. La police va le chercher pour plusieurs braquages. Mais peut-être qu'il se reproche pire que ça. Et peut-être qu'il pense qu'il va passer cette fois
plusieurs dizaines d'années en détention. Et là, il a deux options. Soit il accepte de se rendre, auquel cas il va aller en détention à nouveau pour des années, soit il fait allégeance à Daesh, tue et se fait tuer et gagne le paradis. Parce que c'est ce qu'on vend aux gamins aujourd'hui en réalité. On vend une échappatoire. Lorsque quelqu'un se trouve dans une impasse, on lui vend un au-delà merveilleux avec un statut de martyr dans l'au-delà, pas de châtiment de la tombe, il pourra intercéder pour 72 personnes, il sera au plus haut degré du paradis, il portera un kaftan vert qui indiquera qu'il est mort martyr. Donc la quatrième génération de djihadistes, c'est celle à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. C'est finalement la plus dangereuse parce que c'est celle de gars qui peuvent se lever le matin et décider de tuer et se faire tuer parce qu'ils se trouvent dans une impasse et que cette idéologie leur offre une échappatoire. Ouais, il n'y a pas de centralisation, du coup, ça peut être des loups solitaires, quoi. C'est ça, ça peut. Enfin, j'aime Mhm. pas trop cette expression parce que il y a toujours quelqu'un qui aura implémenté le logiciel. Il y a toujours un imam salafiste dans le coin, il y a toujours un frère musulman, il y a toujours quelqu'un de proche dans la famille. Par exemple, le cas que j'ai cité du gars qui a perpétré les attentats au marché d'Oisem est issu d'une famille salafiste. Donc, il aura baigné là-dedans pendant des années. Là où Daesh a été très fort, c'est que ils se sont déclarés comme califat parce qu'ils savaient que préalablement, des dizaines de milliers d'imams avaient fait le boulot pour eux, parce que on nous disait, nous, dans les mosquées, que celui qui meurt sans intention de participer à la création d'un califat meurt en état de mécréance. C'est-à-dire que la première organisation, le premier organigramme de Daesh, nous avions affaire à d'anciens agents du renseignement syrien, pour la plupart, parfaitement athées, qui ne croyaient pas hein, pour la plupart, mais qui savaient exactement ce qu'il fallait dire à une certaine jeunesse pour avoir des combattants qui viendraient, en payant leur billet d'avion, participer aux exactions qu'ils entendaient mettre en place pour renverser le gouvernement syrien. C'est ce qui s'est passé en réalité. Ah ouais, je vois bien. Est-ce qu'il y en Moi, a j'ai qui ont une des question. questions? J'ai une Ouais. petite question. Alors, pour ma part, j'ai déjà discuté avec une personne qui avait fréquenté les milieux djihadistes. Donc, vu que c'est une femme, elle n'a pas participé activement, hein, mais elle a fréquenté ces milieux-là. Et qui, aujourd'hui, vit encore plus cachée que nous pouvons l'être, hein, parce que les gens qu'elle a pu côtoyer, en tout cas ces groupes djihadistes, représentent une menace extrêmement grande, pour elle. Du coup, ma question étant: comment, avec un passé pareil, vivre aujourd'hui, en s'exprimant, sur ces sujets-là à visage, découvert? Mais moi, C'est une simple question. j'ai deux fatwas sur la tête, ça m'empêche pas d'avoir une gastro chaque hiver. Si on vit dans la peur, on est déjà mort en réalité. C'est Lounès Matoub qui disait tais-toi et meurs ou parle et meurs. Alors parle et meurs. Donc, moi, je sais que de toute façon, le qadar, je sais que je parle à des apostats, ce que je ne me considère pas tout à fait. Je sais que de toute façon, la date de ma mort est déjà écrite. Que je me cache ou pas, je mourrai le jour où c'est inscrit. Donc, je ne vais pas vivre dans la peur à cause de gens qui me menacent de mourir alors que je sais que je vais mourir. C'est un inéluctable. Alors évidemment, je provoque pas non plus, je vais pas dans une mosquée hyper radicale tenir ce genre de discours. Parce qu'il faudrait que je sois armé pour pouvoir, que tout le monde reste tranquille et j'ai plus l'intention d'utiliser les armes aujourd'hui. Mais je vais pas m'empêcher de vivre, je vais pas m'empêcher d'aller au magasin, me promener. En revanche, par exemple, quand je suis avec ma fille dans la rue, je suis en état d'hypervigilance. C'est-à-dire que dans un périmètre de 10 mètres, je sais exactement qui se trouve là, pourquoi le gars met sa main dans sa poche, quasiment avec qui il parle au téléphone, pourquoi il s'arrête, pourquoi la gonzesse met sa poussette et s'en va. Donc je suis en hypervigilance. Mais quand je suis seul, ils vont pas me faire, excusez-moi de l'expression, ils vont pas me faire un deuxième trou de balle, les mecs. Sérieux. Je vais pas vivre dans la peur à cause d'eux. Bah, je comprends ta position. Elle est très courageuse, mais en même temps, elle est jusqu'au bout. Elle est, Parce que de toute façon, moi, s'ils veulent te fumer, ils te fument. Donc, voilà, de toute façon. ouais, Donc, oui. Ah oui. comme disait Lounès Matoub, soit tu te tais et tu meurs, soit tu parles et tu meurs. Alors autant parler. C'est pas ces mecs. En plus, comme je l'indiquais à l'instant, je suis pas tout à fait un apostat. Alors, au regard des plus intégristes, évidemment que je suis loin de l'islam et que j'en suis sorti depuis un moment. Mais je considère
que je suis toujours croyant et je ne fais jamais plus ni moins que ce que Dieu a demandé à Adam, à savoir nommer les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est pas des merdeux aujourd'hui qui vont m'en empêcher. Si le djihad s'appelle le djihad, je ne vais pas l'appeler l'appel à l'amour et la tolérance. Je refuse, alors que Dieu a demandé à Adam de nommer les choses pour ce qu'elles sont, moi, en tant que croyant, à ma façon, de ne pas m'y conformer. Je refuse que quelqu'un me dise que 2 et 2 font 5. Hors de question. Et je lâche pas l'affaire. Bah, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle on te voulait aussi. Mais j'avais vu ton intervention, entre autres, à TPNP, où tu avais fumé gentiment Nolo. Euh, et j'avais trouvé ça, parce que j'imagine très bien que ce genre d'émission, tu avais tout le monde contre toi, mais j'avais trouvé ça très courageux, et puis tu avais été ferme. Et du coup, tu avais parlé des textes, et tu es allé directement, tu n'as pas fait la technique du serpent, quoi. Non, Et non, c'est inutile. pour ça qu'on C'est pas... souhaitait t'avoir ce soir, parce qu'on aime bien, on aime bien ça, nous. Bah, disons que, alors, c'est peut-être une partie de mon caractère qui, lui, n'a pas tellement changé, mais je me nourris de l'adversité en réalité. Chaque coup me rend plus fort. Donc, Et bonne c'est qui chance à tes mes adversaires. adversaires en ce moment, à ton Bah, avis? c'est plutôt, paradoxalement, c'est plutôt la gauche. Les gens qui ne connaissent rien de cette religion et qui, dès qu'on en fait une critique objective, lancent tout de suite l'accusation en sorcellerie d'islamophobie. Je vais vous donner un exemple. J'ai été invité au CNRS au mois de décembre 2017 ou 2016. Ma mémoire me fait défaut parfois. C'était des doctorants en urbanisme et le thème était quels sont les territoires de la radicalité. Donc chacun prend la parole, bon voilà, et puis vient mon tour de la prendre. Et à un moment, je déclare que, à mon sens, le réel territoire de radicalité, c'est le texte. Lorsque une radicalité se manifeste dans un territoire physique, ce ne sont que comment dire, les manifestations visibles de celle-ci, mais préalablement, ça colonise les esprits. On ne manifeste de radicalité dans la vie que lorsqu'on l'a validée mentalement dans un premier temps. Et on ne peut le faire que sur base de textes. On oublie bien souvent dans ce pays qu'il n'y a pas plus puissant structurant mental que les textes et le verbe auquel on est exposé. Donc je prends la parole en disant que, à mon sens, le vrai territoire de la radicalité relève de certaines lectures, de certains imams. Et là, j'ai mon voisin de droite qui est docteur en urbanisme, qui est outré, qui fait la belle âme de gauche en me faisant la leçon et en me disant bah, alors autant interdire le Coran, c'est islamophobe, c'est un drôle de discours que vous avez. Bon, je le laisse un peu patiner dans sa semoule. Et à un moment, je reprends la parole en lui disant je ne sais pas si vous êtes un bon chercheur, mais en tout cas, vous êtes le premier à avoir trouvé un musulman islamophobe. Et là, tout le monde éclate de rire. Parce que la salle se rend bien compte que je ne tiens pas un discours s'agissant d'être dans l'injure des croyants ou dans l'attaque physique envers ceux-ci, mais j'apporte ou j'essaie d'apporter à mes concitoyens, à mes contemporains, des éléments de réflexion qui permettent de ne pas se laisser endormir par les éléments de langage des frères musulmans qui sont repris par la gauche. Moi, je suis outré de voir des gens qui n'ont jamais lu le Coran et qui me viennent me dire l'islam, c'est la paix, l'amour et la tendresse. Alors, excusez-moi de l'expression, mais Et à un comment moment, comment t'expliques que des doctorants, des personnes aussi intelligentes, là on n'a pas l'excuse de la bêtise, non. se font berner, mais comme des enfants de 3 Alors, ans, tu vois? je vous invite à relire les rares interviews qu'Adolf Hitler a données avant la guerre, dans le Time et d'autres magazines. Et le mot le plus utilisé par celui qui déclenchera la Deuxième Guerre mondiale est le mot de paix, parce qu'il sait que c'est ce que veut entendre son auditoire. En réalité, les frères musulmans, notamment, sont un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ce sont de très très bons psychologues, même s'ils n'ont pas de diplôme en psychologie, parce qu'ils savent que la plupart des gens veulent entendre parler de paix, veulent entendre parler d'entente, de vivre ensemble, et ils se contentent de ça en réalité. Parce que, comme le disait Cyril Chevreau, que je salue d'ailleurs, j'apprécie énormément son travail, il faut avoir à un moment le courage de ses convictions et ne pas attendre de l'autre qu'il nous dise uniquement ce qu'on a envie d'entendre. Et je crois que c'est presque, pas de la lâcheté, mais vouloir garder son confort intellectuel de penser que l'islam n'est pas un danger pour ne pas avoir à s'en occuper en réalité. Je crois qu'on a plus affaire à ça.
J'imagine que c'est ça, j'espère que c'est ça. Sinon, on serait vraiment dans la duplicité et dans le mensonge assumé. Est-ce que tu penses qu'à un plus haut niveau que les chercheurs, euh, ils soient aussi naïfs, ou tu penses qu'ils ont compris comme nous on a compris, ou ils sont dans un entre-deux? Genre Non, Macron et son équipe, par exemple. il Pas y a beaucoup forcément de Macron, mais cynisme. les gens qui orbitent autour de lui. Bah, je vais prendre l'exemple de Fabius et de Hollande qui soutenaient les djihadistes modérés en Syrie. À peine 10 jours après les attentats du 13 novembre, Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères de l'époque, se fait interpeller par un journaliste qui lui dit: nous soutenons Jabhat al-Nusra, qui est une émanation d'Al-Qaïda en Syrie, ne devrions pas nous revoir nos alliances sur place? Et là, à ce moment-là, nous avons Fabius qui dit textuellement que nous les soutenons parce qu'ils font du bon boulot sur place. C'est-à-dire que par cynisme, Je les, me rappelle, ouais. bien souvent, et il le nie, beaucoup de gens du Parti socialiste Il le l'a nient, dit à la alors que télé, je me rappelle, je moi l'ai aussi. vu en direct sur France En 3, direct, exactement, j'ai exactement, failli jeter mon écran par la fenêtre parce qu'il faisait exactement. l'apologie du terrorisme, ni plus ni moins. Donc, on a de la part de nos élites politiques, et je mets de grosses guillemets au mot élite, des gens qui pensent pouvoir instrumentaliser les djihadistes, comme l'ont fait les Américains en Afghanistan contre l'URSS, en oubliant qu'à chaque fois que ceux qui l'ont fait ont vu le chien qu'ils ont dressé se redresser, se jeter contre leur maître. C'est-à-dire que les islamistes sont assez cyniques pour passer des alliances conjoncturelles avec un ennemi contre un ennemi plus fort, mais structurellement, ils suivent leur propre agenda. Et nous avons des hommes politiques qui se croient plus futés que ne le sont l'ensemble des pays arabes et musulmans, notamment les occidentaux. Ils ont je pense qu'ils sont vraiment mus par ce sentiment de supériorité d'avoir l'islam sans l'islamisme, alors que tous les pays arabes et musulmans ont eu l'islam et l'islamisme. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et je crois qu'on a affaire à des hommes politiques qui croient vraiment pouvoir instrumentaliser les islamistes en tirant les marrons du feu. Je pense par exemple que l'AFI soutient qui nous savons en France parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui sont fondamentalement révolutionnaires, ils peuvent faire basculer la société, mais quand ils le feront, c'est nous qui tirerons les marrons du feu. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, nous étions formés, et tous les groupes islamistes le sont, on avait une méthode, Al-Qaïda avait une méthode du moins, s'agissant de la formation sur une arme, de toujours rajouter un volet militaire, un volet psychologique, un volet tactique et un volet religieux. Et on nous disait, par exemple, pour les bombes, un jour on étudie les mines anti-char. On a un formateur qui s'appelle Abu Omar el-Jazairi. C'est un ancien commando parajutiste algérien qui a fait toute la guerre contre l'Union soviétique. Nous sommes en 1994. Et il nous dit, il nous apprend l'usage des mines. Il faut savoir lire un relevé topographique, savoir tenir une carte. Bon, il y a quelques modules au préalable à avoir suivi. Et il nous dit donc, ce jour-là, il y a un usage détourné des mines anti-chars à la djel kleb Ayoun, à l'intention de ces chiens de communistes. Et il nous dit, Djibkoum forsa bash tqotlouhum bla ma tfnouch, hadouma klab. Il nous dit textuellement, je vais vous donner une technique pour vous débarrasser d'eux sans avoir les enterrer. Et il nous dit, dans vos pays, lorsque vous retournerez dans vos pays d'origine, utilisez les crétins utiles de la gauche qui vous défendront, qui accuseront les autres, qui vous attaquent d'islamophobie, utilisez-les. Mais si vous prenez le pouvoir, ce seront les premiers qu'il faudra dézinguer. Ils nous le disent clairement. Et la méthode qu'ils préconisaient, c'était de mettre une mine anti-char qui n'explose pas sous un poids n'excédant pas 240 kg. Il faut un essieu ou une voiture pour qu'elle explose. Il nous dit, vous prenez une mine anti-char, vous la reliez à une mine antipersonnelle qui, elle, explose pour peu qu'un être humain marche dessus, vous attachez 5 communistes ensemble debout, vous les faites avancer sans qu'ils sachent qu'il y a la mine devant eux, et quand ils marcheront sur la mine antipersonnelle, elle entraînera l'explosion des 5 kilos de TNT de la mine anti-char, et ils seront pulvérisés pour ne pas avoir à les enterrer. C'est-à-dire qu'il nous dit de les utiliser tant qu'ils seront utiles, mais que si jamais on prend le pouvoir grâce à eux, ce seront les premiers qu'on devra éliminer. Et la gauche française pense pouvoir faire mieux que le Toudeh iranien ou que les communistes ou les socialistes afghans ou algériens. Moi, c'est ça qui me sidère, c'est que dans tous les programmes de formation politique de tous les groupes djihadistes, les premiers à cibler seront les groupes de gauche qui auront soutenu à exploser. Tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Tout le temps. C'est Ah ce que ouais, font les c'est un islamistes tout le temps. classique. C'est un C'est grand un classique. classique.
Mais la gauche française, la gauche européenne ou occidentale pense, c'est toujours un peu cette gauche à la Jules Ferry qui considérait que les peuples supérieurs avaient un droit de civiliser les peuples Ouais. inférieurs. Je pense que les Européens sont toujours imbus de leur personne et pensent pouvoir faire mieux que, enfin, on a affaire en Syrie à des gens qui ont vu naître l'écriture, la lecture, le cadastre, Mmh. enfin, la Mésopotamie a été le berceau de l'humanité. On va faire mieux que ces gens-là. On va faire mieux que des gens qui jouent aux échecs toute la journée, alors que nous, on sait à peine jouer aux dames. En réalité, c'est ça. Sauf que nos hommes politiques, notamment la gauche, se sont portés par une supériorité morale ou peut-être génétique, hein, j'en sais rien, ce qui se passe dans leur tête, et ils prennent vraiment les islamiques pour des crétins. Et ils n'imaginent pas que ce sont des êtres humains qui peuvent être aussi machiavéliques que n'importe quel être humain, capable du pire comme du meilleur. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Ils font les idiots utiles. C'est ça. Mais ils pensent que ce sont les islamistes, les idiots, alors que les islamistes sont loin d'être bêtes. Faut pas les Non. sous-estimer. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont plus idiots que utiles? Là, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais on est en droit de se poser la question, effectivement. Ouais. Oui, parce que quand tu regardes après l'histoire de la gauche, quand même, les marxistes et tout, Partout, partout, mais en à l'origine, je Afghanistan. veux dire, je viens de retrouver une phrase de Marx sur l'islam, il n'était pas tendre du tout, quoi. Je veux dire que ces gens-là, ils ont oublié les fondamentaux. Mais Ils ont oublié on ne complètement les peut pas, fondamentaux. on ne peut pas être de gauche et ne pas bouffer du curé, du rabbin et de l'imam. Merci de le dire. Merci de le dire. C'est impossible. On ne peut pas se Ouais. dire de gauche. Alors, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir bouffé du curé, et tant mieux pour nous, parce que ça nous vaut la loi de 1905, mais ça s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. La création des renseignements généraux date de 1905. Ce sont les seuls agents de police qui n'étaient pas en capacité de procéder à des arrestations ou à des auditions de procès-verbaux. Néanmoins, ils étaient tous équipés de 7,65, un petit calibre. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlaient de laïcité, notamment les renseignements généraux ont été créés pour surveiller les cadres de l'armée française qui pouvaient être nostalgiques de l'ancien régime. Et Tout quand à fait. parfois ils faisaient un rappel à la laïcité, à la séparation des églises et de l'État à certains officiers, ces officiers avaient tendance à parler sabre au clair, et pour les calmer, ben, les mecs sortaient leur calibre et les flinguaient. C'était aussi con que ça. Parce qu'on ne peut pas ne pas bouffer de l'imam aujourd'hui comme on a bouffé du curé dans ce pays. Je ne comprends pas que cette gauche-là crie au patriarcat dès que l'Église ose prendre la parole sur un sujet et fait des chimènes dès qu'un imam les invite à faire le ftor à la mosquée. Non, mais c'est Aucun un élu gros n'a rien. problème, hein. C'est un Aucun très élu gros n'a problème. Mais je sais, Qui est le- mais parce que ça vient de cet esprit de supériorité qui ne dit pas son nom, de la part d'élus, des petits bourgeois, hein, pour dire la vérité, qui pensent être plus malins que les Arabes. Parce que pour eux, c'est des Bédouins. Vous comprenez? Les Bédouins, ça peut pas être machiavélique. Un Arabe, c'est un bébé phoque qu'il faut protéger du mâle blanc dominant. Dans l'esprit de cette gauche-là, seul le blanc de 50 ans peut être machiavélique. Mais en faisant ça, ils sortent du genre humain tout le reste de l'humanité, dont font partie les islamistes. Ce sont des êtres humains, c'est pas des martiens. Totalement. Et j'aimerais rajouter également que on en parlait justement avec quand Naam et Sanji étaient là, mais il faut insister sur le fait que tu mets le doigt sur un truc qui est intéressant. Ces gens-là qui luttent contre la domination blanche, la domination du patriarcat blanc, et qui sont extrêmement hypocrites quand il s'agit justement d'autres formes de patriarcat, d'autres formes de domination des hommes sur les femmes. Sur les femmes, ouais. Et donc, c'est extrêmement hypocrite de ne pas le dénoncer. Il donne à ces Complètement. gens-là cette espèce de statut d'impunité et considérer que il faut faire des compromis parce que bah, Mais c'est leur culture, quoi. Et donc, en fait, rapidement, c'est je finis. exactement ce que disaient les coloniaux. Quand on s'insurgeait Les sur le décoloniaux, tu statut veux des dire? indigènes, en leur disant mais pourquoi ils n'ont pas accès à l'hygiène, pourquoi ils n'ont pas accès à l'école, pourquoi ils n'ont pas accès à l'éducation, les coloniaux leur disaient oh mais chez eux c'est culturel la pauvreté, la saleté. C'est exactement ce même état d'esprit qui est à l'œuvre en réalité. C'est extrêmement condescendant, hein, et c'est Très, vraiment mettre c'est des très bâtons dans les roues condescendant. dans les personnes qui cherchent à justement se défaire d'une culture en fait qui est encore à la Très ramasse sur certaines patriarcal. questions de droits humains et surtout sur les questions de droits des femmes. Et en fait, c'est vraiment, moi, C'est je très parle des paternaliste et féministes. condescendant.
c'est exactement ça, et les féministes qui ont ce genre de position jouissent des droits qu'elles ont aujourd'hui, Exactement. parce que en Europe, surtout en France, on a bouffé du curé, et qu'on nous laisse pas faire la même chose, c'est vraiment Parce que ce dégueulasse. serait Voilà. raciste, comme si l'islam était une race. Au passage, on réhabilite cette infecte notion de race pour l'espèce humaine. Parce que moi, je préfère parler de mélanomisme. Alors, il y a un truc, si mon parcours m'a appris quelque chose, c'est que on ne gagne une bataille que si on maîtrise 3 points. Ces 3 points sont, d'une part, le renseignement, d'autre part, le choix du terrain, et ensuite, l'effet de surprise. Quand vous avez le bon renseignement, le choix du terrain et l'effet de surprise, l'ennemi, vous l'avez là avant l'action, quasiment. Oui. Et aujourd'hui, le choix du terrain, je refuse de parler de racisme ou d'antiracisme, parce que quand je me déclare antiraciste, je vais sur le champ lexical du raciste, en vérité. Moi, je préfère parler de mélanomisme. C'est au nom de la couleur de peau, puisque ça s'arrête à ça en réalité. Au nom de la couleur de peau, on va considérer que les uns peuvent être machiavéliques et les autres ne peuvent être que victimes. Mais c'est purement raciste que d'avoir cet antiracisme-là, en réalité. C'est Donc moi, binaire et idiot aussi. Hein. c'est ça, je préfère parler de mélanomisme. J'invente un terme, mais j'apporte l'autre sur mon terrain que je maîtrise. Et l'effet de surprise qu'ils ont, ces gens-là de gauche, c'est de voir un musulman qui se revendique comme tel, mais un laïc pur jus. C'est-à-dire, s'il faut manger de l'imam, je suis le premier à servir la charba et les couverts, il n'y a pas de problème. Parce que je sais de quoi sont capables ces hypocrites d'imams qui nous chantent le roman de l'amour, de la paix, de la tolérance. Et il n'y a rien de tout ça dans les textes en réalité. Bien sûr. Tu penses qu'ils le font consciemment? Tu penses qu'ils Pardon le font consciemment, les plus gros imams? Ils auraient pas atteint un tel niveau de... Ils sont tellement mainstream, ils sont tellement tièdes, On ne, ils on ne essayent peut tellement pas. de plaire à une audience large qu'ils veulent pas Alors, cliver, et du coup, peut-être même sans le faire exprès, ils ont ce discours très alors, gentil. je les félicite de le tenir, effectivement, ce discours, pour peu qu'ils aillent sur le terrain de reconnaître que Daesh, par exemple, est le bon élève du droit islamique et qu'il faut absolument revoir l'ensemble du corpus islamique, ce qu'ils ne font pas. On sait, par exemple, aujourd'hui que on étudie le nazisme avec un cas typique où on voit que les nazis avaient imposé à l'éducation nationale allemande le fait de procéder à des calculs de combien coûtaient les handicapés chaque année au Reich. On disait qu'un handicapé coûtait 3000 Reich à l'Allemagne. Combien coûte à l'Allemagne 115 000 handicapés pris en charge? On faisait faire ce genre d'exercice aux élèves. Aujourd'hui, quand on étudie le nazisme, on décortique ce genre de corpus pour savoir où se situe le verbe criminogène. Hmm. Comment on fait pour l'étudier, pour s'en prémunir? Et ça préparait les Allemands à l'opération T4, qui aura été celle d'euthanasier tous les handicapés à partir de 1939, avec un décret que Adolf Hitler lui-même aura signé. Il l'aura antidaté au 9 septembre pour justement faire passer ça pour une mesure à cause de la guerre. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 450 000 Allemands qui ont été gazés parce que handicapés ou considérés comme ne méritant pas de vivre. Aujourd'hui, on est capable de faire ce travail de distanciation de l'idéologie nazie en ayant décortiqué son corpus. Ce que je reproche à ces imams, c'est de dire que non, Al-Qaïda, Daesh n'ont rien à voir avec l'islam, ce qui fait qu'ils laissent la main sur ces textes aux islamistes. Et ils ne forment pas les gamins aujourd'hui à se prémunir de ce genre de texte. Quand un gamin n'apprend pas que, par exemple, il n'entend jamais dire que l'islam a permis l'esclavage et permet toujours l'esclavage. Le jour où il rejoint une unité djihadiste et qu'il apprend que c'est possible, il va le valider. Parce qu'aucun imam au préalable lui aura dit oui, ça existe, mais non, il ne faut pas le faire. On préfère être dans le déni. Et on ne peut pas. Alors, je ne parle pas des imams 2.0, hein, Abu Daïfa et compagnie, qui s'autoproclament imams. Je parle de ceux qui sont imams diplômés, parce que c'est un diplôme entre bac+5 et bac+7. On n'a pas affaire à des ignorants. C'est à ceux-là, moi, que je reproche de ne pas faire ce travail de réaccaparation des textes pour les décortiquer et les neutraliser. C'est dans le déni qui participe. Quand j'entends un imam diplômé dire que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, je le considère complice de Daesh quelque part. Parce qu'il ne permet pas à notre société de savoir quels sont les textes en islam qu'il faut absolument bannir
des mosquées pour que nos enfants ou les jeunes qui souhaitent suivre cette religion ne soient pas contaminés par ce genre de texte. Parce qu'on Et les tu aura penses qu'ils pas le font de manière désamorcés. tactique, ces imams? Tu Mais penses ils le quand font, ils le disent? ils Ils le mangent font Ou parce bien. ils le que pensent? ils Ils mangent mangent très bien bien quand cette même. religion, Bah ils oui. mangent très bien, mais c'est surtout, ils savent très bien que les musulmans qui vivent en Europe, ou l'immense majorité des musulmans aujourd'hui, détesteraient l'idée de posséder un être humain comme esclave. Ni nos Oui. parents, ni nous-mêmes, ni les musulmans pratiquants que nous connaissons se verraient propriétaires d'esclaves qu'ils pourraient fouetter pour qu'ils travaillent. C'est juste mentalement quasiment inconcevable aujourd'hui. Donc ces imams-là se gardent bien de parler de ça pour ne pas perdre l'influence qu'ils ont sur des musulmans qui sont bien plus occidentalisés qu'ils ne le pensent. La plupart des musulmans modérés qui pratiquent leur religion en Europe sont bien plus proches d'un droit humaniste, d'une vision du monde humaniste, qu'une vision du monde basée sur la charia. Mais ils l'ignorent en réalité. Moi, j'entends un tas de gens qui me disent ma religion me permet d'être un mec bien. Non, c'est toi qui es un mec bien. Ça n'a rien à voir avec ta religion. C'est pas ta religion qui fait de toi quelqu'un de bien. C'est juste parce que tu es quelqu'un de bien. Tu supportes pas de voir ton voisin ne pas manger. Tu partages ton assiette avec lui. Mais c'est pas ta foi qui te fait ça. C'est parce que tu es un mec bien. Parce que si tu étais un mec tordu, tu trouverais de quoi massacrer les mécréants dans le Coran, le fiqh, la sira et la sunna. Donc Moi, une ces fois, j'ai imams, eu un. ils s'adressent à un public qu'ils savent complètement, comment dire, étanche ou non accessible aux normatifs islamiques. Par exemple, aucun ne dira quelle est la raison de l'existence du voile en islam. Est-ce que vous, par exemple, vous savez pourquoi le voile est apparu en islam? Ouais, si. Quelle est sa fonction? Pour distinguer la femme libre de l'esclave. Ouais. Bah, elle était Voilà, partie c'est faire ça, caca, c'est ça? Les femmes du c'est ça, prophète. c'est Ouais. exactement. C'est juste, David, si tu permets rapidement, moi, dans un de mes spaces, j'ai eu un musulman un jour qui m'a dit, il m'a dit texto, hein, genre, enfin pas texto, je reproduis à peu près ses propos. Il m'a dit, Ouais, voilà, que si j'avais pas l'islam, je pourrais faire des dingueries. Sous-entendu, je suis une bête féroce, je suis un demeuré congénital, je ne ouais. respecte rien, et si je n'avais pas l'islam pour me mettre un cadre, une ligne de guerre, enfin pas une ligne de guerre, une ligne de cheminement, bah je ferais n'importe quoi, je pourrais tuer, violer ma mère, violer ma soeur, mais il m'a vraiment dit ça. Hein. Il m'a dit je Mais pourrais violer ma soeur, violer ma mère. il se rend pas compte que ce qu'il projette comme étant l'islam n'est pas l'islam en réalité. C'est lui qui a encore des capacités d'inhibition qu'il prête à sa religion, mais c'est quelqu'un qui a encore des capacités de retenue de cette sauvagerie. Parce que s'il voulait y donner libre cours, il pourrait rejoindre Daesh, y donner libre cours et aller au paradis selon les textes. C'est c'est ce qu'il pense être l'islam qui le retient, mais en réalité, c'est sa capacité à lui-même qu'il a d'inhiber ses élans de violence C'est ton qu'il prête, humanité, qu'il prête. Voilà, c'est sa part tout simplement. d'humanité Ouais. qui subsiste Bien encore. sûr. Sauf qu'il l'appelle islam pour lui donner un cadre. Mais s'il savait ce que l'islam lui permet, il s'en éloignerait parce que c'est comme s'il prenait de l'alcool avant de prendre le volant. On a le droit d'avoir des esclaves sexuels dont on peut abuser en islam. C'est permis. Tout ce que, tout ce qu'a fait Daesh est parfaitement conforme au droit islamique. Même quand ils brûlent des êtres humains dans des cages, ils ne font que répéter ce qu'aura fait Khalid ibn Walid sur ordre de Abu Bakr Siddiq, qui est un des 4 imams bien guidés, Rashidoun, ou un Mubashirin bil Jannah, est annoncé pour le paradis. Donc, tout ce qu'ont fait ces 4 premiers califes est recevable en islam. Et quand Abu Bakr Siddiq entend reprendre le flambeau de l'islam et en faire un État, il y a plein de clans qui disent nous, on avait fait Bay'a à Mohammed, mais il t'a pas désigné, on ne sait pas du tout le sort, qui t'a désigné, on reste musulman, mais on ne fait pas le Bay'a et on ne paye pas la zakat. Et à cause de ça, il enverra Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, c'est l'équivalent de la racaille qui vendait du tamien il y a 2 mois encore dans les caves et qui aujourd'hui vient nous tanner avec son rappel. C'est la même canaille. Sauf que lui, il aura un blanc-seing délivré par Abu Bakr Siddiq, et on le sait dans Tabari, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est dans le livre 20 de Tabari, on sait que Khalid ibn Walid va brûler des gens vivants. Oui, Donc c'est tout la ce que première fait guerre Daesh, d'apostasie. c'est C'est ça, la première guerre d'apostasie pour cause c'est de ça. zakat non payée, ouais. Apostasie sur fatwa, Hachek
Hachez-comme, je fais. Il y a, Le tabac, c'est à vous. On viendra tous à bout. bien, Écoute, très bien. David, on voulait te dire merci parce que, comme tu le sais, on a beaucoup d'invités et on est un petit Oui, peu oui, je à, veux un pas petit peu abuser à la du temps bourre. des autres. Mais non, t'abuses pas du tout. Hein. Ça aurait pu Pas du durer tout. des heures sans problème, mais histoire que tout le monde n'attende pas trop. En tout cas, Pas de souci. tu es la bienvenue Merci pour dans nos votre lives. invitation. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Bah, vous Vraiment. m'avez fait passer du stade de Cro-Magnon, parce que c'est la première fois que je participe à un truc sur Internet comme ça. Hein, donc, Ah, je me dis un niveau de. bah, tu t'es très bien débrouillé. On était ravis de Merci. t'avoir avec nous. On est très heureux. Et franchement, je te remercie très sincèrement pour ton intervention. Voilà. Si Merci à vous me vous de laissez, m'avoir invité. Puis, c'est juste si vous me laissez 20 secondes pour dire quelque chose à propos de David qui est important. Il y a quelques temps, moi, je me souviens que je t'avais contacté en privé au sujet du fait que moi, avec mes spaces, je tapais sur l'islam et que j'étais gêné de le faire vis-à-vis de toi, qui est encore croyant. Que ça me Non, non, mais c'est gênait bon. d'être. Non, non. Oui, non, justement. Et je me souviens, j'ai plus les mots dans lesquels tu m'avais répondu, mais tu m'avais dit que l'idée que tu te faisais de Dieu est quelque chose de tellement inatteignable par une pensée, un acte humain, qu'il était inimaginable pour toi de te sentir vexé ou touché Bah, dans ta croyance, ta vision de Dieu, par quelque chose de purement humain. Et il y ça, c'est a, quelque chose que j'avais retenu et qui j'ai un m'avait ami touché. algérien qui m'avait dit quelque chose qui résume un peu ton état d'esprit, c'est Rab li qad sabbu laysa Rab. Un Dieu que tu peux insulter n'est pas un Dieu. Change de Dieu. Si ton Dieu il peut être insulté, ben, tu adores le mauvais Dieu. Ouais, Oui, change voilà. de Dieu. Ouais, On tu est m'avais d'accord. aussi dit ça. Tu m'avais aussi dit ça. En tout cas, je suis content de te parler pour la première fois. On Moi s'échange aussi. souvent par tweet, etc. Mais là, de pouvoir se parler, voilà, c'est plutôt. Merci à toi, Merci à David. vous et puis bonne continuation. Et tout le Merci. monde est très content de ton intervention et a beaucoup de Ouais. respect pour toi. Je vois une tonne de messages très positifs et vraiment à ton égard. Hein. Donc, ton intervention a vraiment beaucoup plu et je tenais à le souligner. Voilà. Merci. Bah, à une prochaine, alors, avec plaisir. Pas de problème, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez. Je me permets de te faire descendre. Juste avant ton départ, Salut. je voulais te dire merci avec le style algérien que tu as cité. Rabayet Rabbak, merci beaucoup. ليلتكم سعيدة. الله في روحكم. Merci. Salut David. En Bonne tout soirée. cas, merci beaucoup encore. Merci Bonne beaucoup. soirée à toi. beaucoup. Ciao.